nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. Je voulais juste vous présenter un peu, enfin, avec elle, Esmeralda. Il y en a certains qui la connaissent peut-être pas bien, d'autres ont déjà vu surtout l'exposition à l'ANISTRA en 2019. Esmeralda est née à Paris dans une famille portugaise. Je te laisse parler, Esmeralda, maintenant, parce que tu as un parcours un peu atypique, parce que tu as commencé par des études de sociologie. Alors, bonsoir à tous et bonsoir Maya et merci de m'avoir invitée. En effet, avant de rentrer en école d'art, j'ai fait une licence de sociologie. En fait, c'était la matière qui m'intéressait le plus au lycée, très simplement. Et on va dire que la sociologie m'a permis m'a donné en fait des outils d'observation, des outils d'analyse du monde qui m'entoure. Mais assez rapidement, j'ai senti que je ne pouvais pas me projeter dans une carrière de sociologue et notamment l'histoire de fabriquer des statistiques dans des études de terrain. Je ne me voyais pas dans un bureau. Et très honnêtement, ce qui me manquait aussi, c'était, on va dire, le rapport un peu émotionnel sur le monde, en fait, un monde plus sensuel, quoi. Et moi, je dessinais depuis ma petite enfance, mais c'est juste que j'avais pas de modèle dans ma famille pour me lancer dans des études en art. C'était presque absent dans mon champ de projection. Mais à la fin de ma licence, je me suis dit, en fait, allez, je me jette vers l'inconnu, même si je ne connais pas. Et j'ai tenté, je suis rentrée en prépa et je suis rentrée très rapidement à la Villa Arson. Et donc là, c'était un monde, un champ, enfin un puissant fond quoi, qui s'offrait à moi. Et j'ai découvert là-bas. Alors moi, je rentrais avec une pratique du dessin depuis la petite enfance, mais là-bas, j'ai découvert le son et la vidéo. Et c'est vrai que pendant mes 5 années d'études, j'ai eu un rapport à la vidéo qui était très, très obsessionnel. Mes profs me disaient, attention Esmeralda, tu as une pratique un peu trop monomaniaque. Mais c'est vrai que j'ai senti très vite que c'était avec cet outil que je réussissais à transformer mes émotions et j'avais plein d'idées avec cet outil et la matière sonore aussi, parce que souvent, vous pourrez le voir dans mes créations vidéo, il est aussi question de création sonore. Et parfois, je les dissocie, je fais aussi des pièces sonores, mais souvent, ça dialogue ensemble, en fait. Ben, écoute, le plus simple, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par présenter ton travail. Je vais partager l'écran. Non, c'est là, pardon. Donc, justement, je parlais de ta généalogie, c'est-à-dire que tu es né dans une famille portugaise émigrée ou immigrée à Paris. Ça t'a occupé un certain temps. Tes premiers travaux étaient plutôt autobiographiques. Oui, alors en effet, c'est vrai que on va dire les 10 premières années, y compris mes années en tant qu'étudiante, hein, on va dire que dans cette pratique monomaniaque, j'avais aussi cette question très obsessionnelle autour de la dualité, mais derrière la dualité se cachait la question de la double culture en fait. Et dans ce travail autobiographique, il y a aussi une interrogation sur mon identité d'enfant d'immigré, enfin, on va dire, j'étais née en France. Ma première langue, c'était le portugais parce que mes parents parlaient portugais à la maison. Et puis, quand j'arrive à la maternelle, en fait, je découvre une autre langue. Littéralement, ça s'est passé comme ça. Et donc, très jeune, en fait, j'ai grandi avec ce sentiment que mon cœur et mes émotions étaient portugaises et que, au fur et à mesure de ma construction intellectuelle, enfin, mes pensées, ma construction de la pensée est française en fait. Donc il y a ces deux champs en fait qui cohabitent en moi. Et en fait, dans ces questions identitaires, j'ai beaucoup interrogé aussi le lien avec ma mère, donc en mettant ma mère en scène dans certaines de mes vidéos. Mais derrière, alors là, vous allez voir, c'est une vidéo sans son, donc je peux continuer à parler dessus, mais vous la découvrez. Euh, En fait, en mettant ma mère en scène dans certaines de mes vidéos, c'était une façon d'interroger le poids d'une histoire familiale, mais aussi comment cohabiter avec ces histoires qui nous appartiennent pas toujours, mais qui nous constituent en fait. Donc, c'est interroger les différentes strates de nos histoires familiales, de la généalogie et l'histoire de la transmission aussi. Alors, dans cette vidéo particulièrement,
vous l'aurez peut-être compris, en fait, il s'agit de ma main avec la main de ma mère. C'est un plan très simple, un plan fixe, c'est comme ça, où ces deux mains tentent de se rencontrer, tentent de se reconnaître, tentent aussi de dialoguer. Il se trouve que ma mère et moi, on a 40 ans d'écart. Il y a aussi cette histoire de génération. Donc la main de ma mère est évidemment habitée aussi de son expérience de vie. Et il y a aussi cette histoire de chercher la langue qui nous réunit en fait. Et on sent un rapport très charnel, très fusionnel entre toi et ta mère. Oui, tout à fait, mais il y a aussi une question très... parce qu'en fait, je pense que le lien avec notre mère, enfin, je parle pas que du mien en fait, parce que c'est quand même notre premier rapport au monde en fait. C'est notre mère qui nous met au monde. Donc pour moi, c'est un des liens les plus complexes et les plus fusionnels en soi, parce qu'au départ, il y a quand même ce cordon ombilical et ensuite, dans l'histoire avec ma mère, il y a aussi cette histoire aussi d'immigration, quoi. C'est-à-dire que moi, enfant, je pouvais être témoin de ce que subissaient mes parents. Et donc, je pense que mes parents m'ont donné des outils pour ne pas avoir à vivre ce que eux vivaient en tant qu'immigrés qui parlaient très mal le français, très concrètement. Donc, il est aussi question de cette histoire d'immigration que je peux porter aussi à mon niveau, mais c'est pas la même histoire, on va dire. Donc, à travers ces vidéos où je mets en scène cette interrogation identitaire, c'est aussi une quête personnelle. Donc, et ça passe par interroger cette histoire de filiation. Donc ici, je vous invite à regarder un bref extrait de cette vidéo, toujours avec ma mère. Peut-être Maya, je te laisse le lancer, je parlerai après. Voilà, il faut dire donc que le son n'est pas idéal. Em nome dos países, em nome das crianças, em nome da paz. Que a vida vale a pena, que ela é a nossa medida. Que a vida é uma vitória, esse pessoal é todos os dias. Que inclui a liberdade dos homens certos. Vai começar na terra. Je baisse un peu le son parce que je voudrais que tu nous parles de ton principe de montage, de découpage des images. C'est très important. Ouais, très bien. Bien, en effet, dans cette vidéo, il y a deux choses très importantes pour moi. Il y a le montage, qui ici est assez simple dans la mise en scène. On va dire que vraiment, c'est une vidéo que j'ai réalisée au Portugal. Donc, c'est un plan fixe dans un champ. Et on a ces deux corps comme ça que j'ai fait courir ou marcher. Et en fait, tout se passe en post-production, en deuxième partie de travail, c'est-à-dire au moment du montage. J'ai découvert c'était à force de chercher, dans l'erreur, j'ai trouvé un effet qui est le fait de découper comme ça l'image. Et tout d'un coup, m'est apparu le fait que en fait, cette histoire de strates et de couches généalogiques pouvait être transposée grâce à cet effet numérique. Et en fait, j'ai construit toute ma vidéo dans cette idée qu'il y a un champ, mais que ce champ se découpe et vient se superposer différents champs de la même image, en fait. Et en fait, j'ai fait en sorte que ce personnage, ces deux personnages, donc ma mère et moi, en vrai, ne se rencontrent jamais parce que c'est une quête finalement très intime. C'est-à-dire que ces strates, en fait, je m'intéresse aussi beaucoup à la psychanalyse et il y a aussi dans les bandes son que vous n'avez pas pu forcément entendre, mais dans mes bandes son, il y a aussi cette idée de strates, de différentes couches sonores et je mélange des fragments de textes d'un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Fernando Pessoa, un auteur portugais que vous connaissez certainement, et qui se trouve assez présent dans pas mal de mes créations sonores. Et je prends comme ça des fragments que je vais enregistrer soit avec ma propre voix, soit par des amies portugaises ou autres. Et il y a aussi dans la bande son, on a des petits chuchotements qu'on n'entend pas très très bien là, mais en soi, j'avais aussi enregistré ma mère en train de prier. J'avais enregistré un texte que j'ai écrit moi-même. Voilà, et toutes ces différentes voix, en fait, je les rassemble un peu comme dans cette image qui est juste un plan fixe, mais que je décompose en plusieurs images pour mélanger les sources
de cette mémoire, en fait, parce que derrière le son, il y a aussi pour moi une façon de convoquer la mémoire individuelle. Parce que mes sons, ils ne sont jamais synchrones à l'image. Il n'y a jamais cette idée d'une image, d'un son propre à l'image. Tout est refait dans un deuxième temps. C'est pour ça que je parle de création sonore. Et en fait, je travaille le son pour qu'il vienne déborder l'image et venir raconter et nous donner des informations sur ce qui est donné à voir. Bon, on passe maintenant de ton rapport à tes racines et à ta mère à la relation à toi-même et à ton propre corps, puisqu'il faut savoir que tu as pratiqué la boxe pendant très longtemps. Et donc la boxe est aussi rentrée dans ton œuvre. Oui, alors ça, c'est encore une histoire, vous l'aurez compris, peut-être vous l'aurez plus compris à la fin de cette rencontre. C'est vrai que je pars toujours d'un événement ou d'une expérience personnelle. Dans mon travail artistique, il y a toujours cette première source, même si aujourd'hui je travaille sur d'autres questions, il y a quand même au départ une expérience personnelle qui m'amène à interroger le monde qui m'entoure. Et en l'occurrence, là, à cette époque, c'était, je pense que c'est pas cette vidéo, mais déjà quand j'étais étudiante à la Villa Arson, en fait, la boxe, en fait, j'ai arrêté quand je suis partie à la Villa Arson. Donc, j'ai été sportive de haut niveau jusqu'à mes 22 ans. Et quand j'ai quitté Paris, donc j'ai quitté mon coach et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté. Mais c'est assez naturellement que ça s'est immiscé dans mon travail artistique, c'est-à-dire que c'était cette mémoire corporelle, en fait, cette mémoire du geste, cette mémoire de l'action. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de mettre en scène une femme qui boxait contre son double. Et il se trouve que j'étais tellement exigeante à l'endroit de la technique sportive que je ne trouvais pas une femme qui puisse maîtriser, en tout cas dans mon entourage à Nice à l'époque, je ne connaissais pas de boxeuse. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à habiter mes images et à prendre corps comme ça avec cette mémoire de boxeuse. Et en l'occurrence, là, c'est un fragment que vous allez pouvoir découvrir autour de toujours cette idée du combat avec soi-même. Mais derrière aussi ce personnage, il y a aussi l'idée je suis une femme en fait, donc d'interroger aussi les stéréotypes de genre, parce que je suis une femme boxeuse, il se trouve dans les années 90, être une femme boxeuse, c'était pas si courant. Donc convoquer cette mémoire en tant que femme, ça a aussi un symbole important pour moi aujourd'hui. On va regarder un extrait de Waterbox. Et juste avant, pourquoi tu as filmé dans une piscine et sous l'eau? Alors, parce que il y a deux choses. Je pense qu'il y a une image subliminale qui m'est restée de mon enfance que quand j'étais enfant avec mon frère et ma soeur, je regardais en boucle des films de sport de combat, tout ce qui était Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme et autres. On les regardait tous les mercredis après-midi, c'était notre petit rituel. Donc il y a une image comme ça dont je me rappelle très très bien dans un film de Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Kickboxer, où il est sous l'eau en train de s'entraîner. Et cette image m'est restée, je pense parce que j'ai réalisé bien plus tard qu'en fait j'avais reproduit un peu cette idée-là. Et il y avait aussi l'idée la vraie idée en fait qui m'a amené à faire ça, c'était un besoin de rentrer dans la psyché, quoi, dans l'intériorité, quoi. Et pour moi, le retour, être dans l'eau, c'est symbolique à plein d'endroits, mais c'était créer ce sas intérieur, de rentrer au-dedans pour mener ce combat, parce que je l'avais beaucoup mené avec des acteurs ou des performeurs qui combattaient contre leur double, et là, je voulais rentrer au-dedans, quoi, retourner à l'intérieur. On va regarder.
Et il n'y a pas seulement des vidéos dans lesquelles tu te montres en boxeuse, tu as aussi fait des performances Oui. de boxe et sonores, notamment là, on va passer un extrait d'une performance que tu as réalisée à Marseille, juste parce que le son est très fort, donc il vaut mieux que tu expliques avant de quoi il Tout à s'agit. fait, ouais. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien les bandes son. Moi, j'ai un retour sonore qui est pas très, très bon. Mais en tout cas, effectivement, donc ce cycle que j'ai fait autour de mon propre corps dans mes images en convoquant ma mémoire de boxeuse, c'est un peu clos il y a en 2017-2018 dans des festivals d'art vidéo où j'étais invitée à proposer des performances et j'avais réalisé cette performance qui s'appelle Retournement, qui est réalisée en collaboration avec l'artiste sonore qui s'appelle Cécile Le Talec, qui avait créé une bande son pour ma performance. Et en fait, je boxais avec la bande-son de Cécile et je boxais avec un thérémine, qui est un des premiers instruments électroniques qui nous vient de Russie. Et en fait, ce thérémine, c'est une machine avec une antenne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, ça génère des fréquences quand vous vous approchez près de l'antenne. Et du coup, moi, je combattais en live. Donc, c'est une performance qui durait 8 minutes. Et en fait, c'était presque une composition sonore live parce que c'était selon mes mouvements, selon ma proximité. Et j'avais tout ça à gérer en live, en plus de ma performance physique. Donc, j'ai aussi testé les limites de mon propre corps parce que quand j'étais boxeuse de haut niveau, jusqu'à 20 ans, je m'entraînais énormément. Il se trouve que ces performances, je les réalisais jusqu'à mes 35 ans, on va dire. C'est pas tout à fait la même condition. Donc, en fait, je devais me préparer près de 6 mois pour pouvoir tenir 8 minutes. Parce qu'il faut savoir qu'en championnat du monde, même pour un boxeur de haut niveau aujourd'hui, le maximum du temps du round, c'est 3 minutes. Ici, je tenais 8 minutes non-stop. Donc, c'est Bon, extrêmement physique. là, on ne va pas regarder 8 minutes, on va Non. regarder quelques secondes. On va être plus calme là. On quitte la vidéo, la performance et les aspects autobiographiques pour l'instant, pour illustrer un autre aspect de ton travail qui prend de plus en plus d'importance depuis quelques années. Ce sont des questions sociétales, écologiques, voire politiques. Donc, on commence donc avec une série de linogravures que tu as entamées depuis 2016 et qui, de prime abord, n'a pas grand-chose à voir avec ton travail antérieur, mais on y retrouve quand même les mêmes principes de découpage, de collage et de remontage des éléments. Donc, explique-nous en Oui, quelques alors en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, après avoir traversé cette phase d'obsession vidéo-son, à un moment donné, j'ai pris conscience il y avait un aspect très immatériel dans ma pratique et j'ai eu besoin de retrouver cette pratique du dessin et la linogravure me permettait en fait de retrouver une histoire de temporalité, c'est-à-dire que quand je fais de la vidéo, il y a le temps du tournage, il y a le temps de l'assemblage et il y a le temps de la création sonore. Et en fait, dans la linogravure, c'est pas un dessin qui est fait en une fois, en fait. On dessine. Enfin, il y a l'histoire aussi. Je prends ma source. Mes dessins prennent leur source dans la presse papier. En fait, c'est les journaux que je lis quotidiennement. J'en extrais des images et à partir de différentes images, souvent j'assemble différentes images. Par exemple, là, il y a 3 images. Ça, c'était à partir de journaux indiens quand j'avais fait une résidence en Inde il y a 2 ans. Et en fait, j'assemble des images et je raconte une toute autre histoire. Et derrière cette façon de composer se cache aussi ma pratique du montage. Et aussi, c'est interroger. Alors ça, je vais vous dire 2 mots après, mais c'est derrière cette façon de faire, c'est interroger la manipulation des images par les médias, en fait. Et donc, celle qu'on a vue juste avant, plus tard, celle de la fenêtre, elle appartient à la série, voilà, que j'ai réalisée pendant le confinement. Donc, pareil, c'était avec des images qui provenaient des journaux, mais j'y ai inséré
il y a un élément qui est différent de mes autres gravures, c'est que j'ai inséré la fenêtre de mon voisin, de mon immeuble d'en face, dans des images qui proviennent des journaux. Donc c'était aussi une période très riche aussi de réflexion sur l'idée du foyer qu'on retrouvera plus tard dans une installation. Voilà, mais il y a vraiment cette idée de composition, de collage qui est proche effectivement de cette façon de travailler, qui est assez transversale que dans ma pratique sonore ou la pratique vidéo, quoi. Et donc, il y a cette linogravure qui a servi de base aux multiples que tu as réalisés pour Artaïs. Donc, du coup, c'est pas une linogravure, c'est une sérigraphie sur tissu. Tout à fait. Donc c'est vrai que suite à l'invitation du journal Artaïs, j'ai proposé ce multiple en reprenant une des gravures réalisées pendant le confinement, qui était cette image qu'on voit là, qui est en fait une tablette cassée, pliée presque comme ça, comme un paravent, dont s'échappe un oiseau. Et l'oiseau lui-même est en origami. Donc déjà, il y avait cette idée que le virtuel, l'idée de la liberté par nos écrans est quand même contrainte. Et le fait d'avoir déplacé vers cette gravure en sérigraphie, c'était un nouveau déplacement et c'était aussi interroger le statut de l'œuvre parce que l'œuvre finale était un mouchoir de poche. Donc dans cette phase de virus, je trouvais ça intéressant de déplacer le statut de l'œuvre papier, voilà comme ça encadré, à un simple mouchoir de poche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte de ce qu'on vit aussi? Esmeralda, il faut avancer un peu plus vite. Vas-y, vas-y. On est en retard. Donc, ces linogravures étaient exposées en septembre 2019 à la NISCRA à Arcueil. Donc, certains d'entre vous ont pu voir les installations qui étaient présentées. Et justement, ces linogravures ont entouré une installation sonore au centre de la salle qui s'appelait Je t'appellerai. Je vous rappellerai. Pardon. Oui. Mais tu peux m'appeler. Oui, oui. Non, mais c'est vraiment cette idée-là. En fait, c'est une installation sonore que j'ai fabriquée à partir d'une récolte de messages vocaux. C'est aussi à ce moment-là que j'ai envie de vous dire que dans ma pratique, en fait, je procède en fait, je collectionne au quotidien des sons et des images, que ce soit en vidéo et en photographie. Et je travaille beaucoup à partir de ces images que je collecte un peu partout dans le monde quand je voyage, etc. Et donc là, c'était un travail sur une interrogation sur que deviennent ces messages vocaux à l'ère du numérique où on ne répond que par WhatsApp, que par des messages hyper brefs, hyper rapides, les mails, etc. Et je trouvais que c'était une source sonore du quotidien, du banal, qui tend à disparaître, qui raconte quelque chose quand même d'un temps vécu en fait. Et du coup, moi, toujours dans cette idée de collecte, ça fait des années que je collecte mes propres messages. Et cette installation sonore, je l'ai réalisée à partir de messages qui proviennent du monde entier. J'ai demandé à pas mal d'amis qui vivent ailleurs de m'envoyer ces messages. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est vraiment, dans différentes langues, c'est toujours les mêmes histoires. En fait, c'est assez commun et banal. Et c'est ça, c'était redonner vie à ces voix qui tendent à disparaître, quoi. Voilà, donc je te laisse... Si vous tombez sur mon répondeur à me laisser un message avec vos disponibilités et surtout laissez-moi bien votre numéro de téléphone ainsi que la référence de votre contrat. कहाँ छुपा के रखते हो जीवन के भारी लम्हे तन हल्का मन कितना हल्का सा लगे कहाँ रखा है au 06 le message pour aller chercher l'antenne. Est-ce que je vais quand même à la presse voir s'ils l'ont reçu? Voilà, c'est tout. J'espère que tu vas bien. Bisous. Donc, on a compris, il s'agissait d'une installation immersive où le spectateur était invité à s'inclure, à participer. Là, on voit quelques images. Enfin, il y avait des gens qui sont restés presque 1 heure pour écouter tous les messages. Parce qu'en fait, il y avait aussi un principe aléatoire j'ai dispatché les sons pour qu'ils circulent. Donc, en fait, il n'y avait jamais un truc systématique. Donc, les gens étaient obligés, quelque part, d'aller chercher l'information, d'aller chercher le message. Et au moment où ils rentraient au cœur de l'histoire, parfois s'arrêter pour aller être raconté ailleurs. Et j'aimais cette histoire de déplacement et d'aller chercher et rencontrer l'autre, en fait.
Donc, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans d'autres installations. Dans cette installation à Arcueil, les spectateurs étaient plutôt passifs, alors que l'été dernier à Marseille, tu as réalisé une autre installation sonore qui ne vit que par la participation qui est activée finalement par le public. Voilà, ça, on voit des images. En fait, c'est une installation sonore, mais avec la contrainte en fait que j'avais pas d'accès à une source électrique. Et en fait, c'est ma première sculpture dans un espace public, et c'était génial parce que la contrainte m'a amené à déplacer ma pratique, à déplacer mes gestes. Et du coup, dans cette réflexion du sonore, je me suis dit, je veux fabriquer une pièce à partir de tubes PVC. Et donc, j'ai fabriqué ce labyrinthe sonore qui permet d'avoir, il y a 12 accès, comme ça, 12 positions, assises, debout, allongées. Et les gens étaient amenés à se rencontrer en se parlant à parfois 10 mètres de distance, parfois 7 mètres, parfois 2 mètres, parfois être debout, parfois être assis. Là, on voit une enfant. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que je l'ai appelé Close to You parce que c'était un travail sur la distanciation sociale, toujours habité par ces questions qui nous entourent actuellement, malheureusement. Et c'était l'idée de créer de la proximité malgré cette distance. Et il se trouve que le PVC, c'est un conducteur de son et c'est assez magique parce qu'on a beau être à l'autre bout, à l'extrémité, on a l'impression de se parler, de se rencontrer, comme si on était à 10 cm. Donc, il y a un rapport très sensuel de la matière sonore. Et il y avait cette utopie comme ça de retrouver l'autre, en fait, de se rapprocher, les voix s'entremêlaient parce que j'ai parfois bouché certains accès pour que ce soit des rencontres, encore une histoire aléatoire, pour qu'il puisse y avoir des rencontres imprévues. Donc là, on retourne à l'exposition à la Nisgra avec quelques photographies. C'est encore un autre volet de ton travail qu'on connaît moins. Notamment cette série de photos de nature dénaturées qui s'appelle Cose Naturali. Donc voilà, Cose Naturali, c'est en lien avec l'idée de la nature morte. En fait, j'avais envie d'inverser le process, c'est-à-dire de faire de la nature morte à partir de la nature vivante cette fois. Donc, c'est à partir d'images que je collecte dans différents de mes voyages. Encore une fois, il y a cette idée d'assemblage et de tenter de retrouver le mouvement et la vie. En fait, derrière mes assemblages, finalement, moi, je viens quand même de l'image mouvement, la vidéo. Et l'image mouvement, pour moi, l'image vidéo, c'est le mouvement. Donc même dans ma pratique, qu'elle soit de linogravure ou de photo, je recherche comme ça cette vibration. Et donc, c'est redonner la place à la nature ou alors au fantôme de cette nature en voie d'extinction. Parce que voilà, derrière tout ce travail, c'est quand même des interrogations sur le plan écologique. Voilà. Et là, on en vient donc à ton installation vidéo, toujours à la Nisgra. En attendant que le vent tourne, que tu avais tourné en Inde. Tout à fait. Toujours en Inde. Alors, je peux en dire quelques mots, je pense qu'on va passer un petit extrait. Donc, c'est une vidéo en triptyque, dont l'extrait qu'on va voir, j'ai condensé les 3 écrans en un pour qu'on puisse avoir un vrai échantillon. Mais en réalité, c'est une vidéo que j'ai faite donc en Inde, dans un lieu extrêmement retiré où j'étais seule pendant 3 mois au fin fond du Kerala. Et il se trouve que j'étais arrivée avec une idée très précise d'un film. Et arrivée là-bas, il se trouve qu'il y avait du vent très, très fort et que l'atelier où j'étais était recouvert d'un toit en tôle et que le bruit du vent, c'était insupportable. Et en restant là-bas, j'ai pris la décision d'accepter ce soulèvement de la nature. Et il se trouve que pendant 3 semaines, il y a eu des incendies, il y a eu des intempéries. Et en fait, je n'ai fait que accepter la situation. Je n'ai fait que filmer ce qui se provoquait sous mes yeux ou à mes oreilles. Et à partir de ces images, j'ai mis en scène mon corps, non plus dans l'idée du combat avec soi-même et tout ça, mais plutôt dans l'idée d'un personnage comme ça de dos qui est témoin, dévasté lui-même par cette nature qui se soulève et qui interroge cette nature en destruction. Donc, le vent soufflait fort, poussait d'un côté, et je suivis le
Je vais là où le vent m'emporte et je ne me sens pas penser. Donc le film il se termine sur ces déchets dans la nature et dans la même salle tu avais présenté une installation avec d'autres déchets, c'est-à-dire des débris de chantier, des gravats que tu as parsemés de petits écrans vidéo avec différents films. Alors oui, du coup, enfin, je pense que tu peux. Il y a la petite vidéo, mais elle n'a pas de son, donc je pense qu'on peut la lancer. C'est vraiment dans cette installation, c'était l'idée de toujours, c'était dans cette même réflexion qui continue de toute façon. Hein, la planète nous demande d'agir, donc je réfléchis un peu à cet état du monde. Et c'est vrai que dans cette proposition, il y a cette idée de champ de gravat qui à la fois ambigu, qui pourrait être un état de ruine ou alors un état de est-ce que c'est en devenir. Mais parmi donc dans ce champ, la seule chose vivante et active en mouvement, c'est ces petits écrans qui présentent 16 films, pareil, encore une fois, des petites scènes de vie de différents endroits du monde, toujours, avec aussi parfois l'idée d'une nature. Et là, et parfois des images un peu décalées, parce que ça, c'est par exemple des images que j'ai filmées en Inde, où on voit des personnes dans un cajot en train de... C'est un jeu comme dans une fête foraine, quoi, mais c'est une image symbolique qui est assez criante sur pas mal de questions qui m'animent, quoi. Et cette image de nature, la femme tronc. Ouais, toujours dans cette idée que derrière, en fait, cette nature, c'est aussi notre besoin vital. Le corps, nos corps ont besoin donc c'est concilier cette femme et ce tronc, ça fait corps, en fait. On fait partie du tout. C'est cette conscience d'une nature totale. Et je confrontais ça avec des images plus... Voilà, c'était vraiment enseveli sous ce champ de gravats. Alors, je vous montrerai après, j'ai un petit échantillon Je vais vous montrer, voilà, ça ressemble à ça, les petits écrans. Voilà. Donc, pour que vous ayez une idée, en fait, ces écrans, c'est la même taille qu'un téléphone portable. Voilà. Et on retrouve justement ces mini-écrans dans une pièce que tu as présentée en automne dernier à la Culture Foundry au Kremlin-Bicêtre, qui s'appelle Notre maison brûle, où là tu as réintroduit les éléments autobiographiques en faisant référence à la maison familiale qui a été détruite dans un incendie. Alors oui, du coup, pour rebondir avec ces histoires de petits écrans, je vous parlerai de l'installation vidéo qui comprend les écrans après, mais en fait, elle est arrivée en deuxième lieu. La première source de travail, ça a été cette série photographique réalisée sur cuivre. Et c'est une série que j'ai faite à partir d'un triste événement qui s'est passé il y a 2 ans dans la maison de ma mère, la maison où j'ai grandi en banlieue parisienne. Il y a eu un grave incendie. Et avant qu'elle ne soit fermée pour travaux pendant 2 ans, j'ai été faire quelques photographies des traces et des ravages de l'incendie. Et à partir de ces ravages, j'ai composé des images. En fait, chacune des images, et certaines sont seules, mais d'autres sont vraiment composées à partir de plusieurs images. Par exemple, il y en a 2 là. Et elles créent non pas, c'était pas l'idée de parler de la trace et du ravage de l'incendie, c'était plutôt parler du processus de la mémoire, du mouvement, toujours nous ramener les fantômes en fait de cette histoire de temps qui a disparu. Et en fait, à partir de cette série, donc sur l'idée d'un foyer qui a brûlé, j'ai eu envie de prolonger cette réflexion et de construire cette petite maison composée de 14 films.
Et derrière cette idée de foyer qui a brûlé, il se trouve qu'on a vécu aussi le confinement. Et pendant le confinement, j'allais filmer la nuit les fenêtres de plein de foyers depuis la rue. Les lumières, en fait, je me posais la question comment chacun pouvait vivre ce moment de société inédit. Et donc, c'est une fenêtre, c'est un foyer donc qui a brûlé, mais qui est ranimé par ces fenêtres. Alors, les fenêtres, c'est aussi l'idée des fenêtres qu'on ouvre sur Internet, parce qu'à cette époque-là, c'était quand même, et ça continue aujourd'hui malheureusement, c'est quand même notre source d'ouverture sur le monde, ça reste nos écrans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette visite en virtuel et non pas en réel. Mais du coup, c'était toute cette interrogation de la place du numérique, de la place de ces fenêtres. Et dans chacune de ces fenêtres étaient proposées des images sur justement une réflexion sur la nature en voie d'extinction, avec tous ces feux en Amazonie, en Australie ou ailleurs, avec des images plus poétiques sur la nature, ou encore des images plus politiques, où là on avait aussi un film que j'ai fait avec le discours de Macron, le premier, quand il nous annonçait que nous étions en guerre, et que j'ai dénaturé, enfin je l'ai étiré, ralenti, c'est celui qu'on voit là, le violet, avec une image d'eau par-dessus qui rend ce discours presque impalpable, insaisissable. Et à côté, c'était déjà aussi une vidéo que j'ai faite à partir des manifestations des Gilets jaunes. Donc tout ça, c'est des images que je mélange à mes propres images, mais c'est des images que je récupère sur Internet. Et c'est vraiment cette idée de notre maison brûle et l'on regarde ailleurs, c'est vraiment déplacer l'idée que, ok, en fait, notre foyer, c'est notre planète, et en fait, elle se consume, et nous, on regarde quoi? Nos écrans, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Bon, merci Esmeralda. Je vais arrêter de partager pour qu'on te revoie en plein écran pour nous parler un peu de tes projets. Alors, mes projets à venir, il se trouve qu'en ce moment, là, je suis en train de préparer une exposition qui aura lieu à la Maison du Portugal. Alors, je suis assez heureuse parce que la salle où je vais exposer, elle s'appelle la salle Fernando Pessoa. Donc, pour moi, oui, c'était assez émouvant quand je suis le nom de la salle. Et donc, c'est à la Cité internationale universitaire, donc à CITU. Donc ça, ce sera, alors j'ai pas la date fixe parce que ce sera quand les lieux culturels vont réouvrir, donc je vous le dirai. Et sinon, je suis également en préparation en parallèle d'une exposition dont le lieu reste à déterminer parce qu'il y a eu quelques mouvements, mais ce sera normalement dans le sud de la France, vers Toulon, d'une exposition qui aura lieu dans le cadre de l'année du Portugal en France, qui a été décalée en 2021. Voilà, donc je pense qu'en 2021, j'aurai pas mal d'événements entre la France et le Portugal. Et c'est toujours, là, je suis en train de créer des nouvelles pièces dans le prolongement de notre maison brûle. Je prolonge, il y aura une nouvelle version. C'est pas la même histoire, mais c'est le prolongement de ce foyer, de cette maison qui brûle, de notre planète qui brûle. Et voilà, donc je travaille là-dessus et sur une nouvelle série de photos et des nouvelles gravures. Voilà. Bon, alors on va demander à nos amis s'ils ont des questions.